J'étais fier de la taille et de la diversité de mon pays. J'étais fier de savoir que ma langue était parlée par des dizaines de peuples différents. Il ne m'apparaissait absolument pas inférieur pour autant. L'Union des 15 républiques soviétiques était le seul pays de l'histoire à n'avoir aucune référence nationale dans son nom. Et pour moi, ce n'était pas un détail. Je ne pensais jamais à l'URSS comme à une puissance coloniale. Et je n'étais pas le seul. Certes, j'avais appris à m'enorgueillir de la belle ville de Leningrad ou Saint-Pétersbourg, ancienne capitale impériale, mais notre idéologie était schizophrène. L'héritage culturel et historique russe était une bonne chose, car c'étaient les gens du peuple, souvent des serfs, qui avaient bâti ces merveilles. En revanche, l'héritage des tsars russes était mauvais, car ils avaient exploité leur propre peuple ainsi que tous ceux qu'ils avaient conquis. Pourtant, la carte de l'Union soviétique ressemble étrangement à celle de l'Empire russe. Avec deux exceptions notables, la Finlande et la Pologne, théoriquement indépendantes. Dans les faits, seule la Finlande l'était réellement. D'une certaine manière, les communistes ont bâti un empire plus vaste que les tsars, car ils contrôlaient efficacement les frontières des États européens du pacte de Varsovie. Je ne me souviens pas avoir eu conscience de la proximité de la frontière entre les deux Allemagnes, qui coupait pourtant en deux la ville dans laquelle j'ai grandi. J'étais trop jeune. C'est avec le recul que je réalise à quel point elle a traumatisé la population allemande. Et les réformes du dirigeant du Kremlin dans le lointain Moscou n'avaient pas une portée suffisante pour alléger le fardeau des citoyens ordinaires qui se sentaient emprisonnés dans le plus vaste empire de la planète. J'avais toujours l'impression d'être enfermé et d'avoir une vie handicapée. Uwe Wirtwein a grandi à Berungen, un village est-allemand à la frontière de la RFA. Le village se trouvait juste à côté de la frontière, à environ 1 kilomètre. En fait, elle nous encerclait sur 3 côtés. Et puis, il y avait ce qu'on appelait la zone interdite, c'est-à-dire une forêt avec des chiens et des mitrailleuses automatiques. Quand on posait des questions à notre entourage, que ce soit à la maison ou à l'école, on nous répondait invariablement que c'était comme ça depuis toujours et que ça ne changerait jamais. Qui dit RDA dit restrictions sur les voyages. Pour les jeunes, c'était surtout vécu comme des restrictions sur leur soif de connaissances et d'aventure. On voulait s'échapper de ce carcan. Alors un jour, j'ai pris une carte de la Sibérie et j'ai choisi une rivière à 9000 km. Là, au moins, je pouvais y aller. J'ai visité toutes les républiques soviétiques, par moi-même, pas en voyage organisé. J'y ai rencontré plein de gens et appris beaucoup de leur culture. J'ai vu la réalité telle qu'elle est, avec sa souffrance et sa misère. En découvrant la vie de certaines personnes, je me suis dit, la réalité peut être vraiment très dure. Pendant des décennies et même des siècles, ces régions ont été pillées et complètement morcelées. Toute la Sibérie est une colonie et les Russes des colonisateurs. J'ai pu le constater de mes propres yeux quand je faisais du stop. Comme je suis blanc, les camions s'arrêtaient pour moi, mais jamais pour les Yakoutes, même s'il restait de la place. Les chauffeurs me disaient, les Yakoutes, c'est des esclaves. On les ignorait parce qu'ils étaient considérés comme inférieurs. Un touriste est-allemand voyait donc en URSS des choses que tu ne voyais pas, comme le colonialisme. Pourtant, l'impérialisme soviétique et le colonialisme russe sont deux choses différentes. Quoique... Tout à coup, ce qu'on appelait la prison des nations jusqu'en 1917 est devenu une communauté socialiste. Klaus Laps, traducteur littéraire est-allemand.
C'est en 1987 que j'ai vraiment pris conscience de toute cette russification de l'Asie centrale, lorsque je suis allé à Boukhara et à Samarcande. Tout était nationalisé et russifié dans les moindres détails. Je me souviens que ce voyage m'avait vraiment déprimé. On voyait comment étaient traitées les autres cultures. En fin de compte, c'était une sorte de colonialisme. Mais bien sûr, le mot était complètement tabou. Nous ne nous faisions pas d'illusions sur le fait qu'aucun pays n'avait intégré l'Union soviétique de son propre chef. Lagle Parek, dissidente et femme politique de l'Estonie post-communiste. En 1949, ils sont arrivés à 4 heures du matin, en tambourinant à toutes les fenêtres. 2 officiers, 6 soldats et 2 interprètes sont entrés. J'avais 7 ans. J'étais à côté de ma grand-mère et je voyais passer des gens en pleurs. Ils n'arrêtaient pas d'emmener des gens et tout le monde sanglotait. Ma grand-mère m'a dit « Nous ne pleurons pas ». C'était la règle. En tant que famille de bourgeois nationalistes, on a été condamnés à la déportation en Sibérie. Au cours de l'année 1949, plus de 22 000 Estoniens ont été déportés. L'histoire du XXe siècle était taboue à 90 voire 99%. Je n'exagère pas. Boris Bilenkin, chercheur à Mémorial, une organisation de documentation historique et de défense des droits de l'homme. La moitié des événements étaient passés sous silence. L'autre moitié était falsifiée. Mais à partir de la fin 1986, avec la glasnost, tout ce qui était publié et raconté par les médias attirait l'attention de toute la population. À Moscou, c'était l'effervescence. Je me suis acheté des journaux et des magazines soviétiques qu'on ne trouvait plus en Allemagne de l'Est. Ça devenait de plus en plus difficile de s'en procurer, mais ça restait notre seule source d'information sur la perestroïka. Par exemple, il y avait Sputnik, qui compilait des articles de toute la presse soviétique, mais avec une ligne éditoriale pro-Gorbatchev, et même parfois encore plus radicale. La revue avait été carrément interdite en RDA. C'était une première pour un journal soviétique. En fait, un de ces articles avait comparé Staline à Hitler. Et ça, c'était un sujet très sensible en RDA. On découvrait soudain qu'idéologiquement, le fascisme et le communisme n'étaient pas si différents. Les journaux et la radio ont beaucoup changé. Les gens passaient leur temps à lire les journaux et à s'échanger des livres discrètement. Si on était un minimum intéressé, on pouvait lire des choses sur presque tout. Et par exemple, le pacte germano-soviétique n'était plus un secret. Le pacte germano-soviétique, ou pacte Molotov-Ribbentrop, du nom des ministres des Affaires étrangères de l'URSS et de l'Allemagne nazie, est signé peu avant minuit, le 23 août 1939. Une partie de l'accord doit rester secrète. 7 jours plus tard, la Seconde Guerre mondiale éclate. On m'a appris à l'école que c'était l'Allemagne qui avait ouvert les hostilités en envahissant la Pologne. Mais la vérité, c'est qu'en septembre 1939, la Pologne est attaquée simultanément par l'Allemagne à l'ouest et par l'Union soviétique à l'est, selon les termes du traité Molotov-Ribbentrop.
Non contents d'avoir annexé l'est de la Pologne, les soviétiques occupent également les pays baltes, une partie de la Roumanie et, malgré une résistance farouche, une partie de l'est de la Finlande. Il serait juste de dire qu'en réalité, on se battait contre le régime communiste et pour notre droit national à l'indépendance. En 1988, Gorbatchev a autorisé l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie à remplacer le drapeau des républiques de l'Union soviétique par leur drapeau national. Je pense que Gorbatchev a fait renaître l'espoir. Mais l'une de ses plus grandes erreurs a été de ne pas comprendre le nationalisme. Tous ces éveils nationaux l'ont énormément surpris. Bien qu'il soit l'initiateur de la glasnost, la liberté d'expression, Gorbatchev a du mal à appliquer les termes impérialisme ou empire à l'URSS. Un peu comme toi. À Moscou, le chef du Kremlin a laissé l'ancien dissident Andrei Sakharov régler la question de l'impérialisme soviétique. Национальные проблемы. Мы получили в наследство от сталинизма национально-конституционную структуру, несущую на себе печать имперского мышления, и жертвой этого наследия являются малые союзные республики и малые национальные образования, входящие в состав союзных республик, но не в меньшей степени. Жертвам явились большие народы, в том числе русский народ. Все, товарищ Сахаров. Товарищ Сахаров. Les gens ont très vite compris que notre passé était terrible, monstrueux, qu'on n'avait pas que des squelettes dans nos placards, mais aussi d'innombrables cimetières, et il fallait faire avec. Тут был ров, сделали деревянный настил и прям привозили этих убиенных, голых и мужчин, и женщин совершенно голых, и ссыпали, кидали на этот настил. А мы тут купались в этом пруду. И вот эти покойники по настилу то выплывали прямо в пруд. Пошел трупный яд. Никого не стали пускать купаться. Les gens ont vu s'ouvrir un gouffre devant eux, et il fallait réagir. Un groupe s'est formé pour réclamer la création d'un mémorial dédié aux victimes des répressions politiques. Par mémorial, on entendait un complexe commémoratif, avec des archives, un musée, une bibliothèque, doublé d'un centre de recherche. Peu à peu, les victimes des répressions, leurs enfants, etc., ont commencé à venir nous voir. Une fois par semaine, j'étais à l'accueil. Репрессия 1937 год, а дата смерти не установлена. Значит, вот приговор военной коллегии, это расстрел. J'en ai vu passer des centaines. Там указано, приговор приведен в исполнение. Точка. Un homme m'a dit, c'est terrifiant. Après sa deuxième arrestation, maman a disparu. On est resté longtemps sans nouvelles. Larissa Garmash, fille d'une victime des purges staliniennes. J'étais la seule de ma classe à ne pas avoir de mère. À l'école, les autres enfants me traitaient d'ennemi du peuple. L'année où Gorbatchev est arrivé au pouvoir, on a appris que condamnation à 10 ans avec interdiction de correspondre, ça signifiait la peine capitale, le peloton d'exécution. Убиенных жертв сталинизма вот в этом месте как раз они лежат, где все мы здесь стоим. Je savais que je devais aller au mémorial, que Sakharov en était l'initiateur, que c'était lui qui avait eu l'idée de célébrer la mémoire des victimes. Наша страна потеряла от незаконных репрессий, от организованного голода, от беззакония и террора многие миллионы своих граждан. И только такая общественная организация, как «Мемориал», может дойти до каждой судьбы, до каждой семьи. И мы будем отслеживать историю нашей страны так, как она воплощается в истории ее людей.
Единственным, что может излечить народ, это правда. Voici les dossiers de tous ceux qui ont été fusillés à Moscou pendant les grandes purges. Ce sont les photographies des dossiers d'instruction. Elles ont toutes été prises en prison. Kolkhozien, vendeur, commissaire du peuple, il y a de tout. Fusillés sur la base de fausses accusations. Tous, sans exception, ont été réhabilités, reconnus non coupables. Presque toutes les familles soviétiques, y compris la mienne, comptent au moins une victime de la Grande Terreur. Révéler toute la vérité sur le terrorisme d'État institué par Staline est bien sûr une étape essentielle du processus de démocratisation. Mais Gorbatchev se montre moins ouvert sur d'autres sujets. Par exemple, l'opposition de Boris Yeltsin, le leader non conformiste du parti de Moscou, qui aspire à des réformes plus radicales. Oui, nous avons entendu parler de l'intervention de Yeltsin au plénum du comité central fin 1987. Ce discours n'a pas été filmé ni publié, mais les rumeurs sur son contenu radicalement pro-démocratie allaient bon train. Et tout le pays s'indignait des menaces proférées par les conservateurs du parti contre Yeltsin. Ну и давайте мы с дела Ельцина снимем тайну. Пусть все, что считает Борис Николаевич сказать, скажет. А если что у нас появится с вами, тоже можно сказать. Пожалуйста, Борис Николаевич. Товарищи делегаты, реабилитация через 50 лет сейчас стала привычной. И это хорошо действует на оздоровление общества. Но я лично прошу политической реабилитации все же при жизни. Слово предоставляется товарищу Легачеву Егору Кузьмичу, члену Политбюро, секретарю ЦК КПСС. Egor Ligachev, chef de file des conservateurs. Уважаемые товарищи, нельзя молчать, потому что коммунист Ельцин встал на неправильный путь. Оказалось, что человек обладает не созидательной, а разрушительной силой. А объективно говоря, направлен на то, чтобы посеять сомнения. А это очень так ждут от нас за рубежом. Посеять сомнения в правильности проведения политического курса партии. Прости мне, но мы с тобой уже расходимся не только в тактике, но и в стратегии. Écarté de la direction du Parti communiste de Moscou, Yeltsin a également dû démissionner du Politburo. Le comité central et Gorbatchev lui-même semblaient décidés à l'isoler. Mais en 1988, les gens n'avaient plus peur de soutenir des rebelles. Yeltsin n'a pas tardé à s'imposer en héros populaire. Ельцин доказал свою позицию давно и всегда не изменял ей еще ни разу. Он выражает интересы большой части населения. Всех людей, можно так сказать. Ну не всех. Всех нельзя говорить, потому что мафия против него, коррупция против него, аппарат против него. Против него. Среди членов ЦК есть, понимаешь, жулики, взяточники, у которых миллионы. Les slogans anticorruption sonnaient comme une bouffée d'air frais dans un monde dominé par le dogme communiste. Dénoncer les mensonges était soudain devenu une cause nationale, et Yeltsin, son principal champion. Oui, mais cette dénonciation a déstabilisé le communisme, au final. Et certains pays n'ont voulu prendre aucun risque. La Roumanie semblait plus stable que l'URSS, mais au-delà des apparences. Qu'est-ce qu'il y avait vraiment derrière cette belle stabilité?
Le projet favori de Ceausescu est la Maison du Peuple, en plein cœur de Bucarest. Le bâtiment, commencé en 1984 et terminé en 1989, doit être le plus grand palais du monde. Mais dans un pays aux ressources plus limitées que l'Union soviétique, le néo-stalinisme de Ceausescu ne tarde pas à se traduire par un rationnement alimentaire et des coupures fréquentes de gaz, d'électricité et de chauffage pour les Roumains ordinaires. L'emplacement du palais est choisi avec le plus grand soin par le conductor lui-même. Le séisme de 1977 a fait 3000 victimes à Bucarest. Paul Kouzigian, ancien étudiant de Bucarest. Ceausescu a découvert que la ville était bâtie dans une zone géologiquement instable. Or, il avait très peur de mourir. Lorsqu'il a visité Bucarest après la catastrophe, il a repéré un quartier resté miraculeusement intact et dont les constructions ne présentaient pas la moindre fissure, pas même une lézarde. Il a alors dit « On va déménager le gouvernement ici et construire un bunker. Comme ça, si jamais il y a un autre séisme, on sera en sécurité. » Ceausescu a donc fait raser le centre historique de Bucarest. Et par la même occasion, il a décidé de détruire une partie des églises de la ville. Mai ziua de 22 a venit vremea înapoi. Să trăim, frate, și noi, să trăim, frate, și noi. Les habitants de la capitale ne sont pas les seuls à consentir des sacrifices pour le palais présidentiel. Les paysans ne pouvaient pas acheter de salami, ni de fromage. Johanna Anton, institutrice originaire d'un village à 100 km de la capitale. Un jour, on est allé à Bucarest, au magasin d'État. Mon père a reçu 100 grammes de salami. Alors, pour montrer à la vendeuse ce que c'était de faire la queue une demi-heure juste pour ça, il a mangé la saucisse là, sous ses yeux. La fois suivante, on a fait la queue sans même savoir ce qui se vendait. Au bout de 2 heures, on a compris que c'était du chocolat chinois. On est reparti avec des sacs pleins de chocolat. Mes gamins et moi, on a mangé du chocolat chinois pendant un mois entier. C'était ça le système. Ceausescu avait un père alcoolique. Sergiu Celac, interprète de Ceausescu jusqu'en 1978. Il venait d'un milieu rural, conservateur et patriarcal. La vie y était régie par des principes moraux très stricts et très durs. On peut imaginer que les autres enfants du village se moquaient de lui et qu'ils le traitaient de fils d'ivrogne. C'est de là que vient la haine profonde de Ceausescu contre les paysans et cette vie de village dont il était issu. Il est probable aussi que sa connaissance limitée de la théorie marxiste et des préceptes de Lénine lui faisait considérer les paysans comme une des principales menaces contre le communisme. Il craignait beaucoup les paysans, peut-être encore plus que les intellectuels. Il estimait qu'on pouvait toujours acheter les intellectuels. Le projet le plus ambitieux du conductor est sans doute la loi dite de systématisation. Il s'agit de faire disparaître les villages et l'agriculture traditionnelle en déplaçant les paysans dans les villes ou dans de nouveaux logements collectifs. Qu'en pensent les principaux intéressés? Mai bine, de așa... Nici copiii, nu, noi nu. Tot. Am făcut cu muncă, să...
Muncă, prin muncă, Orășan. Orășan a fi, ești îl mai de jos om. 2 tiers des villages du pays, dont beaucoup abritent des joyaux du patrimoine architectural roumain, sont voués à la destruction. Et ce programme sera en grande partie mené à bien. On avait une maison modeste, avec des vignes et un petit jardin dans lequel on cultivait nos propres légumes. Costel Ardeleanu, ancien villageois. L'idée, c'était de concentrer les habitations pour avoir un maximum de terres agricoles. C'est pour ça qu'ils ont remplacé les fermes par des immeubles en béton. On avait un immeuble pour 18 familles, au lieu d'avoir des maisons individuelles. Certains sont tués parce qu'ils refusent de quitter leur foyer. Au départ, ils devaient nous donner l'appartement en compensation. Mais finalement, ils ont changé d'avis. On a été obligés de l'acheter. Pour les parents, ça a été très dur. C'était toute une vie de travail qui partait en fumée. Pourtant, même dans ces bâtiments impersonnels où plusieurs familles se partagent une salle de bain et une cuisine, la vie doit continuer. On faisait ce que font tous les jeunes gens. Mais notre sexualité était brimée, inhibée. Les préservatifs n'existaient pas. Les contraceptifs étaient rares. Laura Grunberg, ancienne étudiante en sociologie. Pendant toute cette période, il y avait un décret qui interdisait aux femmes d'avorter tant qu'elles n'avaient pas 4 enfants. Quant à celles qui choisissaient d'en faire 5 ou plus, on les appelait les mères courage. Je pense que l'ambition de Ceausescu était d'accroître encore la natalité et la démographie extraordinaire pour lesquelles on était alors célèbre. On nous admirait pour ça, pour notre taux de natalité, jusqu'à ce que le reste du monde découvre le prix qu'on avait payé. C'était en 1983. J'étais enceinte de 2 mois. Je me souviens qu'il n'y avait pas 10 000 solutions pour résoudre le problème, étant donné qu'aucun de nous deux n'était prêt à devenir parents et qu'on n'était pas mariés. C'était juste une question de budget. Les gens pouvaient essayer de trouver quelqu'un qui leur donnait une sorte de cocktail de médicaments, l'équivalent de l'actuelle pilule du lendemain. Ou alors, ils faisaient comme moi, payer quelqu'un pour interrompre la grossesse à l'aide d'une sonde. Dans la soirée, je me suis sentie mal. J'ai attendu en espérant que ce soit juste un léger saignement, mais mon état n'a fait qu'empirer. On est donc allé à l'hôpital, aux urgences. J'ai eu de la chance. Je suis tombée sur un médecin absolument merveilleux. Dès qu'il m'a vue, il a compris ce qui s'était passé. Et il a tout fait pour me sauver. On m'a aussitôt emmenée au bloc opératoire. Je me suis réveillée dans une salle avec une vingtaine de femmes d'âge divers. Ensuite, les hommes de la Securitate sont venus interroger celles qu'ils soupçonnaient d'avoir avorté pour savoir qui les avait aidées. C'était très dangereux pour les gens concernés. Et pour nous aussi. Cătălin et Imre Szilágyi, anciens membres de la minorité hongroise de Roumanie. Personne ne devrait mourir comme ça. Ça n'aurait jamais dû arriver. La sœur de mon mari a connu une fin tragique à 20 ans, parce qu'à l'époque, l'avortement était strictement interdit en Roumanie. Elle est tombée enceinte et comme il ne voulait pas d'un deuxième enfant, elle s'est fait avorter clandestinement et elle en est morte.
Ce sont mes parents qui m'ont prévenu. Au début, ils m'ont juste dit qu'il s'était passé quelque chose d'horrible. Mon premier réflexe a été de courir donner mon sang pour essayer de la sauver. Plus tard, ils ont réussi à m'expliquer exactement comment c'était arrivé. Ma belle-sœur est morte à l'hôpital, à l'aube. Vers 9 h du matin, ils nous ont tous embarqués au poste de police où ils nous ont interrogés séparément. À chaque fois, ils rédigeaient un nouveau procès-verbal qu'ils nous faisaient signer. Ça a duré toute la journée, jusqu'au soir. En sortant devant le bâtiment de la police roumaine d'Oradea, j'ai juré de tout faire pour ne plus jamais me retrouver dans une telle situation. Et je me suis promis de fuir le pays à la première occasion. Certains de nos amis avaient réussi à passer en Hongrie. D'autres s'étaient fait attraper. Naturellement, on avait très peur de ce qui se passerait si on était pris. Mais après avoir longuement pesé tous les arguments pour et tous les arguments contre, on a fini par décider que c'était un risque qu'il fallait prendre pour notre avenir. On a quitté le pays caché dans un coffre de voiture. On a pleuré pendant tout le voyage. On perd toute notion de temps dans ces cas-là. Ça a duré 40 minutes, peut-être 45. Mon mari est sorti du coffre. Ça nous a fait un choc, parce qu'à l'époque, il n'y avait presque pas d'éclairage public en Roumanie. La nuit, les villes et les villages étaient plongés dans l'obscurité. Et dès qu'on est arrivé en Hongrie, on a découvert un ciel éclairé par une multitude de lumières orangées. On sortait de l'obscurité pour entrer dans une lumière dorée. La République populaire de Hongrie s'apparente à une terre promise pour la minorité hongroise qui vit en Roumanie. Dans l'ensemble, la nature internationaliste du communisme, qui rendait justement ce système si précieux à tes yeux, reste un vœu pieux. Au lieu de résoudre les problèmes des minorités, on les a balayés sous le tapis de l'idéologie. Yuri Afanassiev, historien vedette de l'ère Gorbatchev, a fait une interprétation révélatrice de l'impérialisme communiste. La Russie et l'Union soviétique étaient et sont toujours des empires idéocratiques. Et non des empires coloniaux, comme l'étaient par exemple l'Autriche-Hongrie, la Grande-Bretagne et l'Espagne. Qu'est-ce que l'Empire russe? On peut le qualifier de théocratique, en ce sens que l'idée est l'ossature autour de laquelle, à proprement parler, tout est édifié. La Russie, en tant que grande société et État unitaire, s'est construite autour d'un concept idéologique qui est que Moscou est la troisième Rome. En 1988, nous commencions à prendre conscience du fait que notre communisme avait sans doute davantage perpétué nos traditions historiques pré-révolutionnaires que rompu avec elles. Cette année-là, on célébrait le millénaire de l'introduction du christianisme en Russie. En russe, comme elle s'appelait alors. À l'époque, la capitale du pays n'était pas Moscou, mais Kiev, dans l'actuelle Ukraine. La glasnost et la perestroïka impliquaient aussi une libéralisation dans le domaine de la religion, qui avait été quasiment supprimée par les communistes avant Gorbatchev. Les gens avaient soif de foi, et la plupart se fichaient bien de savoir que Staline avait fait rebâtir notre église pendant la guerre à des fins de propagande
après l'avoir presque totalement détruite dans les années 20 et 30. L'infiltration de l'Église par le KGB n'était un secret pour personne. Et pourtant, la religion offrait un semblant de stabilité à un pays qui sombrait peu à peu dans la confusion. N'était-il pas un peu naïf de compter sur l'Église orthodoxe russe pour unifier un pays comptant plusieurs centaines de peuples et toutes les principales religions, y compris le bouddhisme, le paganisme et bien sûr l'islam? En 1988, j'ai décidé de faire un grand voyage à travers l'Azerbaïdjan, l'Arménie et la Géorgie. Je suis passé par une agence de voyage en RDA. Et peu de temps après, on a commencé à entendre parler des violences entre Arméniens et Azéris à Sumkayit. À l'aéroport, j'ai demandé si on était sûr de pouvoir atterrir, parce que le voyage n'était quand même pas donné et j'avais un mauvais pressentiment. On m'a rassuré. Évidemment, les touristes d'Allemagne de l'Est arrivent toujours à destination quand ils vont en Union soviétique. Mais une fois arrivés à Moscou, on nous a dit « impossible d'aller à Bakou ». Bakou est la capitale de ce pays d'une importance stratégique. C'est pour essayer de mettre la main sur les vastes gisements pétrolifères d'Azerbaïdjan qu'Hitler a risqué le tout pour le tout à Stalingrad. Et c'est la République soviétique d'Azerbaïdjan qui, à la suite d'un conflit avec l'Arménie soviétique, a placé Moscou face à la première vraie menace de sécession. Je ne dirais pas que le Caucase a toujours été une région troublée. Pendant des siècles, les gens y ont vécu côte à côte, sans problème. Mais la politique de Staline a laissé d'horribles cicatrices. Le père Parkev, évêque orthodoxe du Haut-Karabakh. Les uns et les autres ont nourri un profond sentiment d'injustice. C'est comme si on avait posé des bombes à retardement. Le premier poste de Joseph Staline au sein du Conseil des commissaires du peuple était celui de commissaire aux nationalités. Tout au long de son règne, il s'est employé à redessiner la carte de l'Empire et à déplacer des peuples entiers. Ainsi, les Allemands de la région de la Volga, les Karatchaïs, les Kalmouks, les Tchétchènes, les Ingouches, les Balkars, les Turcs mesrets, les Tatars de Crimée, les Estoniens, les Lettons, les Lituaniens, les Biélorusses, les Ukrainiens et les Moldaves ont tous été victimes de déportations de masse. Plusieurs dizaines de milliers de personnes à chaque fois. Cette politique a produit de véritables bombes à retardement, qui ont commencé à exploser dès que le joug du Kremlin s'est relâché. En 1923, le premier grand décret de Staline est de rattacher l'enclave du Haut-Karabakh, majoritairement arménienne, à l'Azerbaïdjan. C'est un territoire ancestral des Arméniens. À en croire les sources indépendantes, ils se sont installés ici au IIe siècle avant Jésus-Christ. L'Arménie serait la plus vieille nation chrétienne du monde. Mais l'expérience a déjà prouvé qu'invoquer l'antériorité de sa culture et sa présence dans la région avant même la naissance du Christ n'est pas un moyen constructif de résoudre un conflit ethnique, n'est-ce pas? L'Union soviétique a autorisé un oblast autonome à s'associer à une autre république. Le Haut-Karabakh a exigé de se séparer de l'Azerbaïdjan et d'être rattaché à l'Arménie. Il a franchi une à une les étapes du processus, organisé plusieurs référendums, fait tout ce qu'il fallait. Le résultat, ça a été les pogroms de Sumgait en 1988.
Ça a duré 3 jours. Des Arméniens ont été tués. Puis les forces azéries et russes sont arrivées. Personne ne peut rester indifférent au sort des victimes innocentes d'un conflit ethnique. Mais un camp n'est jamais seul responsable. Et si les Arméniens ont indéniablement souffert, il faut quand même préciser que la majorité des victimes du conflit de 1988 étaient azéries. февраля в Аскеранском районе. Здесь пролилась первая кровь. Погибли двое азербайджанских юношей. Несколько десятков получили ранения. Dressés les uns contre les autres, les Arméniens et les Azéris n'étaient d'accord que sur un point. Tous accusaient Staline d'avoir préparé la guerre. 48-ci ildə 100 min Azərbaycanlı Ermənistandan köçürülüb, onu tələbinə Stalinin imzası. Mikhail Gorbatchev héritait malgré lui de tous ces désordres. Quand le Haut-Karabakh a exigé son émancipation ou son rattachement à l'Arménie, Gorbatchev a déclaré « Vous avez oublié les 500 000 Arméniens qui vivent en Azerbaïdjan ». Il a évoqué d'éventuels pogroms pour effrayer les Arméniens. Ces menaces voilées étaient sans doute le moyen choisi par Gorbatchev pour faire régner la paix au sein de l'Empire. Mais à l'extérieur du pays, à l'ONU, on le considérait comme un champion de la paix, un improbable altruiste communiste. Сила и угроза силой не могут более и не должны быть инструментами внешней политики. Прежде всего, это относится к ядерному оружию, но дело не только в нем. От всех, а от более сильных в первую очередь, требуется самоограничение и полное исключение применения силы вовне. Таков первый важнейший компонент ненасильственного мира, как идеала, который мы вместе с Индией провозгласили и к которому мы приглашаем следовать. Bien sûr, on peut facilement dénoncer l'hypocrisie de l'homme politique. Et bien sûr, l'Union soviétique restait un empire, même sous Gorbatchev. Mais le numéro 2 du régime soviétique, Édouard Shevardnadze, était originaire d'une des régions les plus rebelles du RSS, la Géorgie. Une colonie de l'Empire russe. Voilà ce qu'a été la Géorgie pendant 2 siècles. On a appris dans notre chair ce que ça signifiait d'être une colonie. Mais les Russes ne nous ont pas fait que du mal pendant ces 200 ans. Une voie s'est ouverte vers Saint-Pétersbourg, Moscou, Odessa, et c'est là que se trouvaient les établissements d'enseignement supérieur. Les jeunes gens qui voulaient faire des études ailleurs qu'en Géorgie allaient à Saint-Pétersbourg, à Moscou, à Odessa et dans d'autres villes. Quand ils revenaient, ils étaient cultivés et talentueux. Ils ont fondé des écoles de mathématiques, de physique, de géologie, de linguistique, etc. Irma Sokhadze, elle aussi géorgienne, était la plus célèbre des enfants vedettes soviétiques. On l'appelait la fille orange, en référence à son plus grand tube, le ciel orange. Je suis née et j'ai grandi en Union soviétique. À l'époque, je ne comprenais pas ce que ce pays avait de mal. Je croyais qu'il n'y avait pas de meilleur pays au monde, que nulle part ailleurs on pouvait se sentir aussi libre. L'Union soviétique était un territoire gigantesque. La Russie était tout pour moi. Elle m'a donné tant d'amour. Ses chansons, ses poèmes.
À l'école comme à la maison, c'était tout mon univers. Mais il n'y avait pas que l'amour. Il incombait aussi au régime soviétique de veiller sur la bonne coexistence des peuples de l'Union. Pourtant, les conflits se multipliaient, à la fois entre les républiques de l'Union et entre leurs différentes régions. La Géorgie, par exemple, devait faire face aux revendications séparatistes de l'Abkhazie, où des officiers de Leningrad, ma ville natale, se retrouvaient pris entre deux feux. Le rôle de la Géorgie au sein de l'URSS était particulièrement ambigu. Incarnation de la joie de vivre soviétique, elle semblait aussi être la plus riche des républiques socialistes. Добрый вечер. Вкусное вино? Отличное вино. Да, это грузинское вино. Знаете, какое хорошее вино? Это делается в Кахети. Грузины мастера умеют делать вино. Traditionnellement contestataire, la Géorgie a aussi vu naître celui qui était à la fois la personnification et le maître de l'Empire, Joseph Staline. En avril 1989, à Tbilissi, la capitale, le gouvernement soviétique est entraîné dans un des événements les plus tragiques de toute l'ère Gorbatchev. On y est allé le soir, il y avait des amis, tout Tbilissi était là. C'était tendu depuis 2 jours, mais personne ne s'y attendait. À 6 ou 7 heures du matin, ma belle-sœur a téléphoné. Elle nous a dit qu'il y avait plus de 20 morts, surtout des femmes. Notre fille aînée était malade à l'époque. J'ai même oublié de m'occuper d'elle. Vous imaginez? Je ne pouvais rien faire d'autre que pleurer. How can we trust them? They are talking about democracy, they are talking about perestroika, and they are killing their own people. C'était un geste proprement révoltant. Des victimes innocentes tuées à coups de pelle par les militaires. À Moscou, le général Rodionov justifiait l'intervention de l'armée. О саперных лопатах. Кое-кто держал в руке саперную лопату, потому что солдату надо было чем-то защищаться. Дальше. Те, кто сейчас после трагедии говорят о мирном характере митинга, забывают, что над центральным проспектом города день и ночь раздавались гнусные призывы к физической расправе с коммунистами, разжигались антирусские и националистические настроения, лозунги. Зачитываю лозунги, самые распространенные по всему городу и особенно в районе Дома правительства, в том числе на английском языке. Долой русский коммунизм. Русские захватчики долой из Грузии. Долой прогнившую русскую империю. Долой коммунистический режим. СССР тюрьма народов. И осталась крайняя мера принять силу. Je suis allé en Géorgie 2 fois dans les 2 ans et demi qui ont suivi le massacre. C'était toujours mon pays et j'étais fier de la beauté de la Géorgie et de sa culture ancestrale, comme de quelque chose qui m'appartenait. J'adorais cet endroit et je ne me sentais pas impérialiste pour autant. Mais le jury de l'histoire avait commencé à délibérer. Son verdict quant à l'avenir de notre union n'allait pas tarder à tomber et il ne ménagerait pas mes sentiments.